Les amis, salut à tous, c'est Nassim. On se retrouve aujourd'hui pour un sujet qui fait pas forcément l'unanimité, mais dont tout le monde a déjà entendu parler. Vous l'avez vu dans le titre, c'est bien sûr les morphotypes. On doit cette idée de morphotype à William Sheldon, un psychologue américain des années 40 qui pensait que les traits de personnalité étaient différents en fonction de notre morphologie. Et ouais, à la base, ça n'a rien à voir avec le monde du fitness. Avant de plonger tête baissée dans les morphotypes, les amis, on va plonger tête baissée du côté du bouton s'abonner et de la petite cloche qui est juste à côté. On va même faire un deal. Si vous n'êtes pas abonné, vous cliquez sur le bouton maintenant, et si à la fin de la vidéo, vous n'êtes pas totalement satisfait par toutes les infos que je vous ai partagées, vous pouvez vous désabonner. On fait ça ? Allez, c'est parti. Donc la théorie de notre cher William Sheldon s'appuie sur les différentes couches de tissu, qu'on appelle aussi les trois feuillets embryonnaires, ectoderme, mésoderme et endoderme. Et ouais, ça part direct en cours de sciences, vous êtes prévenus. En fonction du développement de ces trois types de tissus, notre morphologie et notre comportement seraient, selon Sheldon bien sûr, différents. Du coup, d'après lui, il y a trois morphotypes ou somatotypes, les deux noms existent, et je pense que vous les connaissez tous. On a l'ectomorphe, le mésomorphe et l'endomorphe. Ok, si on reprend les choses dans l'ordre, l'ectomorphe aurait un système nerveux plus actif. Ça serait dû à l'ectoderme qui est plus développé. Il a tendance à être mince, voire maigre et élancé. Typiquement, il a un buste plutôt étroit, des longs membres avec des muscles plutôt courts. Généralement, ce sont des personnes qui ont du mal à prendre du poids. Le mésomorphe aurait une musculature et un système circulatoire naturellement plus développé, ce qui serait directement en lien avec le développement du mésoderme. Généralement, il est plutôt athlétique, ou en tout cas une masse musculaire déjà bien présente, sans forcément avoir fait du sport. Et puis l'endomorphe aurait un corps mou et peu musclé. Attention, je reprends les termes de William Sheldon, commencez pas à m'agresser. Ses particularités physiques seraient dues à un système digestif très développé et un gros estomac directement en lien du coup avec l'endoderme. Généralement, il a tendance à stocker plus facilement ce qu'il mange, surtout sur le haut du corps. Son corps n'est pas très musclé, avec un tronc assez volumineux à cause d'un système digestif développé. Dites-vous que cette idée est tellement répandue que même si vous discutez avec des gens qui ne font pas de sport, ils penseront être capables de vous orienter en termes d'entraînement et en termes de nutrition en fonction de votre morphotype. Ça fait des années qu'on entend qu'on devrait adapter ses entraînements du coup et son alimentation par rapport à ça. Tout ça parce que le métabolisme serait directement en lien avec notre morphotype. Alors, la forme est discutable, mais le fond n'est pas totalement faux dans le sens où ce qui fonctionne sur quelqu'un ne fonctionnera pas forcément avec quelqu'un d'autre. Je vais quand même vous donner les recommandations que j'ai trouvées en fonction de chaque morphotype, mais ne prenez pas tout pour argent comptant, c'est juste pour votre culture personnelle. On reviendra sur l'aspect critique juste après et pourquoi je pense que c'est une mauvaise idée de fonctionner avec ces recommandations. Les amis, c'est bien beau de vous donner de super conseils sur la muscu, mais si je vous parle pas un peu de diététique, ça la fout mal. C'est pour ça que la vidéo du jour est sponsorisée par Koro. Vous connaissez Koro, je vous en parle assez souvent. Et pour cause, je reçois plein de trucs super cool de chez Koro. Mon huile d'olive, mon huile de coco, mon quinoa, mon riz, ma moutarde, ma confiture. En gros, vous allez pouvoir faire toutes vos courses là-bas et en plus tout est bio, donc c'est plutôt cool. Sur Koro, il y a des encas, il y a des desserts, il y a des ustensiles de cuisine. Allez faire un tour sur le site, vous serez pas déçus. Et je suis sûr que vous apprécierez la qualité de tous les produits. Perso, mes petits préférés, c'est le soja soufflé au chocolat, blindé de protéines et mon petit sirop d'agave que je rajoute sur mon yaourt grec. Commandez sur Koro, je vous mets le lien dans la description et vous pouvez ajouter le code NAS5 pour avoir une petite réduction. A priori, si vous êtes endomorphe, vous devriez avoir une diète riche en lipides et en protéines parce que votre métabolisme est lent et que vous digérez mal les glucides. Tandis que si vous êtes ectomorphe, votre diète s'orientera plus vers les glucides et les protéines parce que vous avez un métabolisme plus rapide et que vous aurez besoin de plus d'énergie pour tenir toute la journée. Et puis, si vous êtes mésomorphe, un équilibre entre les trois macronutriments serait plus efficace pour vous. Là, vous voyez déjà qu'il y a de quoi se poser certaines questions. Sur le plan entraînement, on dit que les endomorphes doivent faire un mix entre cardio et musculation en série longue. Et oui, selon ces recommandations, attention, c'est pas les miennes, loin de là. Les séries longues en muscu leur permettront de brûler plus de calories et les placeront plus facilement en déficit énergétique. Ils doivent aussi favoriser les mouvements polyarticulaires comme le squat ou le soulevé de terre. Ça les aidera à construire une masse musculaire suffisamment importante pour avoir un métabolisme de base plus rapide. On recommande aux ectomorphes de s'orienter plutôt vers des sports d'endurance parce que prendre de la masse musculaire serait plus difficile pour eux, étant donné qu'ils brûlent déjà beaucoup de calories au repos. Et s'ils veulent faire de la musculation, alors il faudra privilégier des entraînements relativement courts pour contrôler la dépense énergétique. Et enfin, les mésomorphes, eux, ils ont le droit de tout faire. Plus sérieusement, il faudra faire un mix entre cardio et musculation pour développer un max de capacité physique. Si on en croit la théorie de William Sheldon, certains morphotypes seraient plus avantagés que d'autres. Des physiques brévilignes avec des segments plus courts auront plus de mal à obtenir, voire conserver, un physique sec et dessiné, parce qu'ils auront tendance à stocker ce qu'ils mangent. Tandis que des physiques élancés et longilignes auront beaucoup plus de difficultés à prendre de la masse musculaire. Ensuite, notre cher ami William Sheldon a associé à chaque morphotype des traits de personnalité bien définis. Un ectomorphe
serait plutôt de nature timide, pas très sûr de lui et très cérébral, dû à un système nerveux bien développé. Un mésomorphe serait plutôt sûr de lui, courageux et de nature à prendre des risques. Tandis qu'un endomorphe serait plutôt jovial, très sociable, aimerait beaucoup la nourriture et serait de nature paresseux. Niveau cliché, là on est pas mal. Mais vous savez quoi? Ces trois personnes-là, en fait c'est moi. Peu importe le physique que j'ai, que je sois à 22 ou 10% de masse grasse, j'ai toujours la même personnalité et je reste fidèle à moi-même. Alors oui, comme tout le monde, mon physique peut aussi influencer mon niveau de confiance et pourquoi pas dans une certaine mesure mon comportement, mais je reste sensiblement le même. Et c'est pareil pour tout le monde. C'est pas le physique qui détermine notre caractère, c'est bien sûr notre éducation, notre environnement, sûrement la génétique et évidemment toutes les expériences de la vie. Et puis le truc, c'est qu'on est sûrement plein à se retrouver dans plusieurs traits de caractère qui appartiennent à des morphotypes différents. On peut être joyeux et timide, comme courageux et paresseux. Je trouve que c'est un peu tiré par les cheveux et je suis pas le seul à penser ça, puisque plus de 50 ans après William Sheldon, des scientifiques se sont penchés sur sa théorie et ont essayé de la rendre plus objective en se basant sur de vrais critères mesurables. Ils sont partis du principe que tout le monde a plus ou moins des caractéristiques de chaque morphotype. Donc selon eux, on est tous plus ou moins un peu endo, ecto et mésomorphes. Mais dans quelle proportion? C'est ce que ces scientifiques ont tenté de déterminer. Pour y parvenir, ils ont élaboré un somatographe qui reprend les 3 somatotypes et qui se divise en 6 catégories. Certaines personnes auront plus tendance à être ectomésomorphes, tandis que d'autres auront un profil parfaitement équilibré. Et d'après les mesures, certains pourront effectivement appartenir à un seul morphotype. Vous allez rire, mais j'ai même trouvé un somatographe qui reprend les morphotypes de certaines personnalités publiques. Si on prend l'exemple de David Hasselhoff, vous savez celui qui jouait Mitch Buchanan dans Alerte à Malibu? Non, ça vous dit rien? Vous êtes trop jeune. Si on en croit le somatographe, il est méso-ectomorphe. Et effectivement, on voit qu'il a quand même une bonne masse musculaire, mais qu'il reste relativement étroit au niveau des hanches et que sa silhouette est plutôt élancée. Tandis que si on prend le cas de Serena Williams, qui a un physique absolument incroyable, elle serait plutôt un mix entre mésomorphe et endomorphe. Et c'est vrai qu'on voit bien qu'elle a des proportions bien particulières et une très bonne masse musculaire. Mais du coup, il se base sur quels critères pour établir les différents profils? Alors prenez des notes parce qu'il y en a un paquet. En fait, il se base sur 10 mesures différentes. La taille, le poids, les plis cutanés au niveau du triceps, du mollet, le diamètre du fémur, de l'humérus et la circonférence du bras et des mollets. Ouais, ça fait pas mal de critères. Ensuite, avec toutes ces valeurs, ils obtiennent 3 chiffres dans un ordre bien précis et en fonction des résultats, on va pouvoir déterminer à quelle catégorie on appartient. Si le résultat est 7, 1, 1, on va plutôt être ectomorphe. Alors que si vous obtenez 1, 6, 5, vous serez plutôt méso-endomorphe parce que les deux valeurs sont très proches et que la valeur ectomorphe est très faible. Bref, on ne va pas aller plus loin, mais vous voyez un peu la logique. Même si ça a l'air bien plus plausible que la théorie de William Sheldon, parce que cette fois-ci, l'élaboration des morphotypes se fait à partir de mesures et de calculs, on n'est pas sûr de la fiabilité des résultats. Comme le rappellent les auteurs, ça dépend surtout de la rigueur dont on va faire preuve au moment de prendre les différentes mesures. D'autres personnes ont essayé d'élargir le panel des morphotypes pour que plus de morphologie puisse s'y retrouver. C'est ce qu'a fait le docteur Delabos, le fameux créateur de la chrononutrition. Il y aurait selon lui 12 morphotypes. Mais le problème, c'est pas les morphologies qu'il a choisi de représenter, mais plutôt le nom qu'il leur a donné. Il y a de quoi déprimer si on te dit que tu es plutôt tronc d'arbre ou monastique. Et quand on creuse un peu, on se rend compte que la description de chaque morphotype, c'est vraiment un festival de clichés. Par exemple, écoutez bien, le monastique, c'est typiquement celui qui grignote tout le temps, qui boit de l'alcool, alors que la Maya, c'est celle qui suit tous les régimes à la mode. Et puis, encore pire, on a le morphotype Schwarzy. C'est pas des conneries, c'est bien le nom que le docteur a donné à ce morphotype, qui lui mange trop de viande et pas assez de légumes. Fantastique. Même si ça partait d'une bonne idée, ça reste un peu de la merde, il faut le dire. Même si je le reconnais, ça a le mérite quand même de déplier un peu plus l'éventail des morphologies. Malheureusement, avec ce type de croyance, on associe les différents morphotypes à un métabolisme plus ou moins lent ou rapide. Mais votre squelette, il n'a rien à voir avec la rapidité de votre métabolisme. Votre structure osseuse n'a rien à voir avec votre métabolisme. Vous pouvez être grand et gros comme petit et maigre. Et ça me fait penser que souvent on entend « Ouais, mais toi t'es grand, du coup tu peux manger ce que tu veux, même si tu grossis, ça se verra pas tout de suite. » Ça, c'est quand même une belle connerie. Faut bien réaliser que c'est pas parce qu'on est plus grand qu'on a forcément moins tendance à grossir, ou qu'il faut être moins conscient de ce qu'on mange. Parce que la santé va bien au-delà de l'aspect visuel. Comme je l'avais dit dans la vidéo sur les skinny fat, c'est pas parce que vous êtes grand et fin que vous pouvez avaler n'importe quoi et n'importe quand. Et tout ça, ça compte bien plus qu'une simple répartition des tissus embryonnaires ou de traits de caractère. Je suis désolé, mais quelqu'un qui se dit endomorphe parce qu'il stocke du gras, c'est peut-être simplement dû au fait qu'il fait pas attention à ce qu'il mange et qu'il est loin d'être en déficit calorique. Mais il faut dire ce qui est, certaines personnes préfèrent se réfugier derrière cette excuse plutôt que de prendre leurs responsabilités et de se bouger. Ouais, je sais, c'est dur à entendre, mais c'est la vérité. En parcourant un petit peu plus la littérature scientifique, on se rend vite compte que la théorie des somatotypes et les qualités physiques que l'on attribue à chaque morphotype est en fait assez limitée. Il y a plein d'études sur les somatotypes des athlètes de haut niveau. Les chercheurs essaient de trouver une corrélation entre performance
et somatotype. Encore pire, la science aimerait trouver le somatotype idéal pour chaque pratique sportive. Le problème, c'est que ces études n'arrivent pas à tirer de conclusions nettes et précises. Bah ouais, parce que la performance d'un athlète ne dépend pas que de sa morphologie. Il y a tout un tas de facteurs qui vont venir impacter sa performance. Et même bien au-delà de l'aspect physique, je pense par exemple au climat du pays dans lequel il s'entraîne, le contexte socio-culturel, la nutrition, son pays d'origine, etc. Par contre, les études tombent plus ou moins d'accord sur un point, c'est que plus les athlètes ont un niveau avancé et plus le somatotype peut avoir une influence sur les performances. C'est pour ça que chez les sportifs de haut niveau, on a souvent des morphologies assez atypiques. Mais ce qu'il faut surtout retenir, c'est que c'est pas parce qu'un gars est grand et fin qu'il va forcément être doué au basket, ou qu'il aura envie d'en faire d'ailleurs. Un physique en particulier ne sera pas forcément attiré par un sport en particulier. Et c'est pas parce que visuellement, il aurait toutes les dispositions pour réussir qu'il réussira dans ce sport. Encore une fois, parce que la morphologie n'est pas le seul facteur à prendre en compte. En vrai, je trouve ça un peu simpliste de coller des étiquettes sur les gens, surtout qu'avec le nombre d'êtres humains sur cette planète, j'ai du mal à croire qu'il n'y ait que 3 morphotypes. Enfin bon, ça c'est mon avis, vous en faites ce que vous voulez, mais à la limite, j'aurais plus tendance à parler de neurotype. C'est une théorie qu'on doit à Christian Thibaudeau, un préparateur physique que vous connaissez peut-être. Il s'appuie sur le fait que nous avons tous les mêmes neurotransmetteurs dans notre cerveau, mais qu'ils se retrouvent à des concentrations différentes. En fait, chaque neurotype serait plus sensible à un neurotransmetteur en particulier et va être plus ou moins affecté par le stress. En fonction du neurotransmetteur prédominant, ça va dicter certains comportements. Par exemple, les personnes de neurotype 1A sont généralement douées partout et très compétitrices, tandis que les personnes de neurotype 2A sont pleines d'empathie et se nourrissent de l'attention des autres et vont imiter l'attitude du groupe avec lequel elles sont sans vraiment s'en rendre compte. Forcément, comme d'habitude, il y a une différence entre la théorie et la pratique et c'est pour ça que Christian Thibaudeau pense qu'on a un neurotype primaire et un neurotype secondaire. Mais bon, dans tous les cas, on est bien plus qu'un simple neurotype ou un simple morphotype. Au final, vous avez bien vu qu'il s'agit vraiment de généralités et que la plupart de ces théories sont obsolètes. Aujourd'hui, on a suffisamment de recul pour se dire que oui, effectivement, pas tout le monde assimile la nourriture de la même manière et que non, pas tout le monde réagit de la même manière au même type d'entraînement, mais de là à classer les gens dans des cases cloisonnées et les enfermer dans des croyances limitantes, je trouve ça un peu gros quand même. Comme pour tout, il y a du bon et du mauvais et c'est à vous de définir où s'installe la limite. Aujourd'hui, on a quand même cette fâcheuse tendance à vouloir mettre des étiquettes sur tout le monde et tout le temps. Mais si on prend un peu de recul, on se rend vite compte que c'est toujours plus nuancé. La meilleure chose à faire, ça reste d'être curieux en gardant un esprit critique. Je vous recommanderais toujours d'essayer différents protocoles d'entraînement, essayer différentes manières de vous alimenter, mais ne perdez jamais de vue que ce qui fonctionne sur les autres ne fonctionnera pas forcément sur vous. Donc s'il vous plaît, ne vous enfermez pas dans ce type de croyance qui vous desservira plus qu'autre chose. Ben voilà, on a fait le tour des morphotypes. Moralité, non, ça n'existe pas. Arrêtez d'utiliser les termes ectomorphe, endomorphe, mésomorphe. Le monde du fitness ne s'en portera que mieux. Ok les amis, si vous avez apprécié cette vidéo, on met un gros pouce en l'air. Si vous vous êtes abonné au début, j'espère que vous resterez abonné. Et moi je vous dis à très bientôt pour d'autres conseils. À plus.